Monsieur. Oui, Christome. C'est quand la fin du Moyen-Âge? Normalement, on te l'a appris depuis très longtemps, 1492. Bah ouais, teubé, avec la découverte de l'Amérique. Alors, si je peux me permettre, découverte de l'Amérique, c'est très discutable. Pendant qu'on y est, 1492 comme fin du Moyen-Âge et début des temps modernes, c'est très discutable aussi. Alors pourquoi on nous apprend ça? Parce que les historiens occidentaux l'ont décidé ainsi, et comme vous en doutez, il y a d'excellentes raisons pour ça. Lesquelles? Je vais vous l'expliquer. Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noiles et je vais vous raconter les événements de 1492 et pourquoi on l'a choisi comme date charnière entre le Moyen-Âge et les temps modernes. Parce qu'il y avait d'autres dates candidates pour la fin du Moyen-Âge et toutes ont de bons arguments. Alors pourquoi 1492 ? « 1492 est l'année du couronnement d'Anne de Bretagne en février. Elle est officiellement reine de France en épousant le Valois Charles VIII. Le but étant bien sûr de rattacher la Bretagne au domaine royal français. Bon, rappelons que c'est un peu contraint et forcé. Le but premier de la Bretagne était que sa duchesse épouse Maximilien d'Autriche, fils d'empereur germanique et futur empereur lui-même. Mais Charles VIII était moyennement chaud d'être encerclé par des possessions germaniques, et donc l'armée française avait envahi Rennes en 1491, avant que Charles VIII ne se décide à épouser lui-même la duchesse Anne en décembre 1491. Après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. L'Angleterre avait son mot à dire sur cette union France-Bretagne. D'abord parce qu'elle avait elle-même proposé un prétendant anglais, ensuite parce que la Bretagne avait une dette de 620 000 couronnes d'or, et elle entendit bien se faire rembourser. Les épices, l'info sur les épices, ça va être pour qui? Ça va pas être pour Salut, si, ça va être... Non, c'est pour le roi, mais non, laissez-moi faire. Qu'à cela ne tienne, le traité d'Étaples en novembre 1492 mit d'accord les deux parties. Consentement pour l'Angleterre du rattachement de fait de la Bretagne à la France, contre le remboursement des dettes plus un solide intérêt. Mais alors la taille, c'est pour qui? C'est pour le roi? Non, c'est pour Salut. Voleur, mais non pas voleur, c'est pour Salut, voilà. Le début des temps modernes en France se caractérise donc par le rattachement officieux de la Bretagne à la France, mais pas encore officiel, puisqu'il faudra attendre 1532. Sinon, dans le Dauphiné, et sur ordre de Charles VIII, a eu lieu la première ascension du mont Aiguille dans le massif du Vercors par Antoine de Ville, qui inventa donc l'alpinisme. Ce n'est pas un petit détail, car il traduisit la volonté d'aller plus loin, plus haut, et d'atteindre ce qu'on considérait auparavant comme inaccessible. Vers l'infini et au-delà! La conquête musulmane dans le Haut Moyen-Âge s'était arrêtée en Espagne. Depuis, la péninsule ibérique était sans cesse disputée entre des royaumes chrétiens, Léon, Castille, Aragon, Navarre, et le monde musulman d'Al-Andalus. C'est ce qu'on appelle la Reconquista. Isabelle, reine de Castille, épousa Ferdinand, futur roi d'Aragon, en 1469. Les deux royaumes, officiellement indépendants, mais de fait unis par le couple, réunirent 50 000 hommes pour chasser les dernières troupes musulmanes réunies à Grenade. Le 2 janvier 1492, le dernier roi musulman de Grenade se rendit. Ce fut la fin de la Reconquista qui avait duré plusieurs siècles. Pour les Espagnols, 1492 est donc bien l'année cruciale. En juillet 1492, le pape Innocent VIII mourut à 60 ans. Le conclave décida d'élire pape un des hommes d'église les plus controversés, Rodrigo Borgia. Rien que son élection posait déjà problème puisqu'il avait acheté certains votes. Le nouveau pape, Alexandre VI, était le père de 6 enfants, peut-être plus, et il représentait la corruption, le népotisme, ainsi que la décadence, voire la débauche de l'Église romaine. Quelle indignité! Débauche qui provoquera la réaction de Luther et la naissance du protestantisme. Mais l'événement qui acheva de faire basculer cette année 1492 dans les temps modernes est bien entendu l'expédition de Christophe Colomb. Qui aurait pu prédire ?
Je sais, Christophe Colomb n'est pas le premier Européen à avoir découvert l'Amérique. 500 ans auparavant, les Vikings de Leif Erikson avaient atteint Terre-Neuve au Canada en passant par le Groenland. Des colonies vikings ont été fondées au Xe et au XIe siècle, puis abandonnées. Ainsi, on devrait parler de redécouverte de l'Amérique. Sauf que Christophe Colomb ignorait l'existence de ces anciennes expéditions vikings. Pour l'ensemble des Européens, il s'agissait donc d'une vraie découverte. Comme chacun sait, le vrai but de Christophe Colomb était d'atteindre l'Inde par l'ouest. Cela devenait urgent, car en 1488, les Portugais, grands concurrents économiques des Espagnols, avaient atteint le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, ouvrant donc la voie au contournement de l'Afrique par la mer, et donc à une arrivée prochaine vers l'Inde. Vasco de Gama atteignit d'ailleurs l'Inde au nom du Portugal en 1498. Putain, il est fort ce con. Maintenant que l'Espagne était enfin unie, avec la victoire de Grenade, l'heure était venue de se lancer à son tour dans les expéditions maritimes. Christophe Colomb, 41 ans, n'était pas un amateur, mais un authentique marin et commerçant, qui avait déjà parcouru la Méditerranée, en long, en large et en travers, et qui avait déjà navigué sur des navires portugais. Ayant épousé une Portugaise, il avait d'ailleurs proposé l'expédition vers l'ouest au roi de Portugal, en 1484. Devant son refus, Colomb s'est mis à insister pendant 7 ans auprès du couple royal espagnol. Et pour ceux du fond, oui, on savait déjà que la Terre était ronde. En fait, on le savait depuis l'Antiquité grecque minimum. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Et donc les souverains ne refusaient pas parce qu'ils pensaient que Christophe Colomb était fou, ou que l'expédition était infaisable. Au contraire, rois et savants étaient convaincus que c'était possible. Seulement l'expédition était coûteuse. Le Portugal visait l'Inde par l'Est, et les royaumes de Castille et d'Aragon avaient d'autres priorités, comme de terminer la Reconquista. C'est d'ailleurs pour ça que l'autorisation fut donnée 4 mois seulement après la prise de Grenade. En avril 1492, les souverains espagnols donnèrent leur accord. Et le 3 août 1492, les deux caravelles, la Pinta et la Niña, ainsi que le navire amiral, la Caraque Santa Maria, partit du port de Palos en Andalousie avec 90 personnes à bord. Après une longue escale d'1 mois dans les îles Canaries, les 3 bateaux partirent donc vers l'ouest le 6 septembre. Le 19 septembre, les navires entrèrent dans la mer des Sargasses avec des vents presque nuls. L'équipage s'inquiéta. Le 7 octobre, voyant un vol d'oiseaux, les bateaux décidèrent de les suivre. Le 9 octobre, après plus d'1 mois de voyage, la mutinerie menaça d'éclater, les vivres et l'eau douce allaient bientôt manquer. Dans la nuit du 12 octobre, à 2 heures du matin, une des vigies aperçut enfin la Terre. Le matin, Christophe Colomb et ses hommes débarquèrent sur l'île de San Salvador aux Bahamas, Colomb étant persuadé avoir débarqué au Japon. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ils y rencontrèrent des indigènes de la tribu Taïnos. Le 28 octobre, Colomb atteignit Cuba et le 6 décembre, Haïti, qu'il baptisa Hispaniola. L'équipage fêta Noël aux Amériques, mais la nuit du réveillon, la Caraque Santa Maria, dirigée par un mousse, s'échoua sur un récif. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Avec le bois du navire, les Espagnols construisirent un fortin et Colomb dut se résoudre à laisser sur place 39 volontaires à Haïti avant de repartir en Espagne. Salut, bande de nuls! 39 hommes qui ne reverront donc jamais l'Espagne, puisqu'ils mourront tous quelques mois plus tard, attaqués par des tribus indiennes. Les 2 navires survivants retourneront à leur port initial en mars 1493. Cette expédition eut plusieurs conséquences, la plus évidente étant l'intégration de l'Amérique au commerce mondial, avec de nouveaux produits, mais aussi un fort développement du capitalisme, le commerce triangulaire et l'esclavage. 1492 marqua une rupture avec ses grandes découvertes, avec le développement de la Renaissance, qui quitta l'Italie pour se répandre dans toute l'Europe occidentale, avec la naissance d'une administration monarchique plus moderne, se substituant peu à peu à la féodalité, avec l'humanisme, avec la remise en cause de la prééminence de l'Église catholique. Bref, pour toutes ces raisons, 1492 est une année charnière, la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes.
monsieur, si Christophe Colomb a fait tout ça, pourquoi on n'appelle pas le continent Colombie? Parce que, jusqu'à sa mort, Christophe Colomb n'a cessé de répéter qu'il avait découvert l'Inde et pas un nouveau continent. C'est un autre explorateur, Vespucci, qui participa à de nouvelles expéditions, qui atteignit le Brésil et qui comprit enfin, en 1501, qu'il s'agissait d'un autre continent, un nouveau monde. Je le connais pas, votre Vespucci. Pourtant, vous connaissez très bien son prénom. C'est quoi? Amerigo, qui donnera le mot Amérique. Ah